On va enchaîner avec un débat, une table ronde, où on va tâcher d'essayer de regarder les enjeux qu'on a tâché de mettre en lumière à travers ce rapport. Donc on a le privilège d'accueillir Liliane De Driver, donc, qui pour France Stratégie, explore en ce moment pratiquement la même problématique. Vous allez peut-être nous en dire deux mots. Cette problématique de la prise en compte de l'impact énergétique et environnemental de manière plus large du numérique. On accueille également Henri Dagrin qui dirige, est-ce que je peux dire diriger, le CIGREF. Donc le CIGREF, c'est un réseau qui rassemble, qui permet d'établir un dialogue entre des grandes entreprises et l'administration publique. On peut dire ça comme ça ? Autour des... C'est un think tank qui rassemble les grandes entreprises françaises et les grandes administrations publiques et qui les accompagne dans toutes leurs réflexions sur leur transformation numérique. C'était à peu près ce que j'avais compris, je l'ai sans doute mal exprimé. Et puis Marc Chevry, alors vous êtes en charge au sein de l'ADEME de l'économie circulaire et de la prise en compte des déchets, ce qui n'est pas une mince affaire. Écoutez, donc Hugues participe à la table ronde avec nous. Peut-être donner la parole, je ne sais pas, à Liliane peut-être, pour nous dire un petit peu simplement votre ressenti par rapport à la démarche qu'on a adoptée, ce que vous en retenez principalement, et puis je demanderai de faire le même exercice à M. Dagrin et M. Chevry ensuite. Je vous en prie. Donc, tout d'abord, en fait, je tiens à féliciter en fait, le Shift pour ce travail, parce que quand j'ai commencé à travailler donc, sur la question de l'impact environnemental du numérique, donc, je me suis d'abord intéressée à la question de l'impact énergétique et électrique, et on constate qu'il y a déjà pas de rapport grand public sur ces questions. Il y a des articles scientifiques qui existent, il y en a pas mal, qui sont souvent en langue anglaise, qui datent un peu. Et je trouve que le premier travail du Shift qui a consisté à déjà partir d'une étude existante qui était fiable, partagée avec les pairs et à la mettre à jour était déjà un énorme travail, fait que nous avons actuellement donc, du coup, des résultats plus récents, donc exploitables, qui sont suffisamment égrenés pour pouvoir voir finalement l'impact de cette consommation énergétique sur les différents segments. Plus inquiétant d'ailleurs, c'est une des conclusions du travail, c'est que quand on a tâché de réactualiser cet impact énergétique et environnemental, on s'est aperçu qu'on allait au-delà de ce qui était encore anticipé il y a... Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous avait frappé également. En fait, c'est vrai qu'en fait, ces modélisations en fait, dépendent énormément des paramètres qui ont été retenus à l'origine, et on voit qu'elles sont très sensibles, notamment aux paramètres de trafic, d'augmentation du trafic Internet. Et on voit finalement que ce trafic augmente de manière beaucoup plus rapide que ce qu'on pourrait penser d'une année sur l'autre, en fait. Donc déjà, ça, c'est un paramètre très important. L'autre paramètre aussi, comme vous avez pu le dire, c'est la croissance non anticipée du nombre de terminaux. Donc on voit en fait qu'il y a besoin régulièrement de mettre à jour ces paramètres, même quand on fait une projection comme l'ont fait Andrei et Edler en 2015, sur la base de 2013, ils ont essayé de faire avec ce qu'ils avaient à l'époque, et on voit finalement que ces paramètres sont déjà plus d'actualité, ce qui explique aussi ces résultats. Henri Dagrin, comment est-ce que le travail qu'on a fait peut trouver sa place dans une réflexion stratégique quand on planifie le développement d'un système informatique important. Est-ce que on voit bien qu'on défriche le sujet un petit peu aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en retenez? Je crois que ça marche, non? Merci. D'abord, j'ai quelques réflexions préliminaires. Bien sûr. D'abord, quand Hugues Ferbeuf et Jean-Marc Jancovici sont venus, enfin on s'est rencontrés il y a un an, moi j'espérais bien qu'on pourrait participer à ce groupe de travail. Ça n'a pas été possible pour des raisons sur lesquelles je ne reviendrai pas, et je le regrette profondément parce que ce travail était nécessaire, il est particulièrement intéressant, et bravo pour le travail réalisé. La deuxième remarque, elle porte sur de la terminologie. On croit que je pinaille quand je le dis, mais je crois que c'est vachement important. Associer à côté le terme de transition énergétique à transition numérique, ça ne marche pas, parce qu'on utilise le même terme
pour parler de deux réalités fondamentalement différentes. Transition énergétique, on voit à peu près, je crois que tout le monde est d'accord, on part d'un état stable avec une énergie essentiellement carbonée vers un état stable où on espère que l'énergie sera complètement décarbonée. Donc on voit bien les deux états. Transition numérique, ça ne marche pas. Parce que l'état stable, on voit bien, et pour résumer, c'est Gutenberg et le réseau téléphonique commuté, il y a un peu plus de 30 ans, et on va vers quelque chose, personne ne peut dire vers où on va. Et en permanence, il y a une explosion tous les 5 ans de ces sujets numériques. Qu'est-ce qui se profile demain là? Aujourd'hui, on parle beaucoup de cloud computing, big data. Demain, c'est des volumes considérables de données traitées par des algorithmes qui nécessiteront de très grandes puissances de calcul dans l'intelligence artificielle. C'est le edge computing, le fog computing, c'est la 5G qui arrive. Et puis, dans 10 ans, 15 ans, peut-être le quantum computing. Tout ça va avoir une influence considérable sur la croissance exponentielle de ces outils numériques. Donc la sobriété, c'est une vue de l'esprit dans ce... Non, non, non. Et alors, il faut bien voir que la sobriété, mais on y est déjà dans la sobriété. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a peu de domaines qui ont fait des économies d'énergie comme le numérique. En gros, pour résumer très vite la pensée, c'est que si on voulait un peu parodier la loi de Moore, tous les 18 mois, on double la puissance. Alors, ce que dit la loi de Moore, en gros, c'est à coût constant, mais en fait, à consommation constante. Sauf que les volumes de données, chaque année ou tous les 15 mois, ils doublent par rapport à tout ce qui a été produit dans l'histoire de l'humanité. Donc, il faut le traiter. Vous voyez ? Donc, on parlait des data centers. Monsieur parlait tout à l'heure, posait une question sur les data centers. Les data centers, il y a 10 ans, vous aviez des dizaines de milliers de serveurs partout qui, eux, étaient utilisés, effectivement, 20%. En gros, on n'utilisait pas plus de 20% de la capacité de calcul. Aujourd'hui, toutes les données des grandes entreprises, en tous les cas, et pour ce que j'en vois, sont dans des data centers, voire dans le cloud, où on utilise 90% de la puissance des machines. 95%. Voyez ? Donc, l'efficacité énergétique du numérique, il y a peu de domaines qui font autant d'efficacité énergétique. Vous comprenez ce que je veux dire ? Ce sont les volumes qui explosent, mais l'efficacité énergétique, elle est toujours là, elle est au rendez-vous en permanence. Vous voulez réagir ? Alors, voilà. Marc Chevry de l'ADEME, une réaction ? Marc Chevry, je suis le directeur économie circulaire et déchets de l'ADEME. Et moi, les réactions que je peux avoir, c'est d'une part, félicitations pour l'étude, parce que tenir en haleine une salle pendant 1h30, c'est un vrai coup de force, et ça montre bien l'intérêt de ce type d'étude. Deuxième raisonnement, c'est il est fondamental de bien intégrer et de construire de la connaissance autour de ce qu'on a appelé les faces cachées. On a beaucoup insisté sur la partie énergétique, carbone, émissions de carbone. On a un petit peu traité la partie matière première, mais elle est tout aussi flagrante, tout aussi effrayante ou interpellante, parce que la question, ce n'est pas d'être effrayé, c'est plutôt de connaître pour savoir prendre en compte. Et on a les mêmes problématiques. C'est-à-dire, il y a une vraie problématique de production, donc connaître ce qui est derrière une production et son évolution. Et l'étude a beaucoup insisté sur la notion d'usage et a beaucoup insisté sur des mécanismes où il n'y a pas de gouvernance aujourd'hui, qui sont le comportement du consommateur. Donc, par rapport à ce qui est dit, bien sûr que le secteur entreprise fait d'énormes efforts, mais moi, ce que je retiens, et c'est cohérent avec ce qu'on observe également dans d'autres domaines, parce que je pourrais parler de la mobilité, où on a les mêmes types de questionnements sur l'explosion des demandes en mobilité. Et on pourrait parler d'autres secteurs. Et on a cette préoccupation énergétique demain, et quand je dis demain, c'est vraiment demain matin, matières premières, parce que les matières premières, moi je vais vous donner juste un chiffre, un téléviseur de 11 kg, c'est 2,5 tonnes de matières qui ont été déplacées en extraction de minerais, etc. Et tout ça, jusqu'à un temps récent, retournait dans une décharge, c'est-à-dire en perte nette.
Et troisième enseignement que je retiens, mais ça c'est les travaux à venir sur lesquels on devra, nous en tant qu'ADEME, je dirais, s'inspirer de ces travaux, rebondir dessus, s'en imprégner, travailler avec vous. Et c'est aussi comment on va pouvoir demain avoir des analyses un peu plus fines par catégorie, par brique, par catégorie d'équipement, et d'usage, de manière à prioriser, comme vous l'avez mis dans votre étude, sur les secteurs sur lesquels on doit focaliser et avoir des actions qui seront des actions multiples, qui sont aussi bien législatives, qui sont aussi des mesures sur les dispositifs fiscaux ou financiers. On parlait des forfaits. Il y aura forcément à un moment donné de l'adaptation de l'offre et surtout un gros travail de sensibilisation des consommateurs à cette face cachée, parce que c'est vrai que lorsque vous achetez un téléphone, vous ne savez pas tout ça. Et ça, il faut qu'on le rende accessible à tous. Merci beaucoup. J'ai envie qu'on ouvre ce débat. Comment est-ce que chacun de vous trois prend en compte ce que M. Chevry vient de dire, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut faire concrètement évoluer les comportements pour aller vers des usages davantage raisonnés? Je ne sais pas. Comment est-ce que... Il me semble qu'on n'est même pas au début du commencement de la prise en compte de tout ça. Dans le domaine des transports, on voit bien, ça fait quand même plusieurs décennies qu'on nous dit qu'il faut évoluer vers des modes de transport plus sobres. Sur la révolution numérique, moi le premier, je me demande encore par quel bout, d'un point de vue du comportement des gens, prendre ce problème émergent qui est énorme et assez décisif. Donc déjà, un premier point par rapport à ce que disait Henri Dagrin, il est vrai en fait que dans les 3 segments de consommation du numérique, on a donc les data centers, les réseaux télécoms et les utilisateurs finaux avec leurs terminaux. Sur les segments des réseaux et data centers, il y a eu d'énormes progrès qui ont été faits. Il y a énormément de gains d'efficacité qui sont réalisés. Le seul problème qu'on voit actuellement, finalement, c'est que ces gains d'efficacité n'arrivent pas à contrebalancer la progression de la consommation qui est liée à la fois à des changements de comportement et qui sont à la fois liés à la mobilité en partie, au fait qu'on a beaucoup plus d'équipements, qu'on va consommer de plus en plus. Donc voilà, il y a ça. Ces efforts qui sont à faire sur les segments data center et réseau, il faut continuer à les faire. On a vu notamment qu'on parlait en fait d'un risque de ralentissement de ces efforts. Il est important de continuer à travailler dessus, même si en effet ça ne représente pas actuellement le plus gros chantier, parce que c'est un chantier sur lequel il y a déjà du travail. Les chantiers les plus importants, ça va être en effet sur les terminaux, qui ont une énorme part à la fois, certes, c'est 1/3 de la consommation en phase d'usage, mais surtout, comme votre rapport le dit bien, une énorme part dans la production. Et la plus grosse part est dans la production. Et là, en fait, on arrive, comme l'ADEME le sait très bien, sur la question après de comment est-ce qu'on fait en sorte que les gens allongent la durée de vie de leurs terminaux, que ce soit par des réparations. Donc on a eu une feuille de route du gouvernement sur l'économie circulaire, où il y a une piste qui est envisagée sur les smartphones, qui est d'encourager, enfin déjà de récupérer ces smartphones pour les réparer, pour les revendre et parfois aussi pour les recycler. Donc on a des choses sur la réparation, donc le garder plus longtemps dans le circuit, et après le recyclage qui pose d'autres questions, qui est comment est-ce qu'on récupère les matières premières au sein de ces terminaux. Moi, je répondrais alors, je me fais porte-voix, en tous les cas. Je représente les grandes entreprises et les grandes administrations publiques, enfin, en tous les cas, les grandes organisations en France. Pour les entreprises, il y a 4 leviers pour les faire bouger. Et je pense qu'il y a également un travail en amont pour que une direction des systèmes d'information, un CFO ou un COMEX prenne des décisions pour engager son entreprise sur ce type de démarche. Il y a 4 leviers. 3 premiers, c'est l'entreprise dans son environnement. C'est d'abord le client face à la concurrence. Hein. Est-ce que parce que je vais avoir une IT plus verte, est-ce que je vais attirer plus de clients ? Voilà, donc comment est-ce qu'on fait pour adresser ce truc-là? Deuxième chose, c'est l'actionnaire. Est-ce que les actionnaires vont voir de la valeur dans le fait que on engage des démarches de cette nature? Troisième, c'est le collaborateur. C'est vachement important le collaborateur, parce que le collaborateur, aujourd'hui, on a besoin de talent, et notamment dans le numérique. Si on dit, voilà, parce qu'on a une démarche, est-ce qu'on va faire venir plus de talents, de compétences? C'est aussi une question.
Puis il y en a un quatrième levier qui est externe, c'est le régulateur, en fonction des domaines d'activité. Et puis avec toujours ce risque, hein, c'est que quand on régule, quelle est la bonne maille du filet pour réguler? Parce que si on régule en France et que les sièges se retrouvent ou les activités se retrouvent autre part, ben on n'a rien gagné du tout, on a perdu. Donc quelles sont les bonnes mailles pour réguler? Et comment fait-on pour réguler sur ces sujets-là? C'est les 4 leviers. Et après, quand on aura répondu à ces questions, et quand on aura mis en place les dispositions qui permettront d'actionner ces leviers, hein, ces curseurs, alors peut-être que les entreprises s'engageront dans ce type de démarche. Deuxième chose, si je puis me permettre, sur les temps d'utilisation, sur les durées d'utilisation des ordinateurs et des... Aujourd'hui, c'est pas seulement pour la compétitivité. Alors, c'est pas nouveau du tout, et puis ça a été fait. Hein. Aujourd'hui, effectivement, les amortissements, en gros, sur les ordinateurs, les portables, c'est 3 ans, et en fait, on les change dans les entreprises qui sont un peu vertueuses sur le plan financier, exclusivement quand l'OS ne tourne plus et donc 5, 6 ans, 7 ans. C'est en général les durées de vie aujourd'hui des matériels. Hein. Mais pour des raisons, c'est le CFO hein, qui fait ça, c'est pas pour du green. Et pour les smartphones, à part pour le petit cercle de dirigeants qui veut toujours avoir le dernier iPhone, globalement, on retrouve à peu près les mêmes durées des 3 ans, 4 ans. C'est à peu près les chiffres que l'on a, en tous les cas, dans les grandes entreprises où il y a une certaine vertu financière qui est mise en œuvre. Hugues. Bon, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Donc je vais... Le libre de réagir à ce que tu dis. Je commence par le plus simple. Donc je pense qu'il y a quand même il y a un consensus sur le fait qu'aujourd'hui, la croissance des volumes surpasse les gains d'efficacité énergétique. Bien. Et ça, c'est vrai, mais ça risque d'être encore plus vrai à l'avenir, parce que je suis tout à fait d'accord pour dire que les data centers sont devenus de plus en plus efficaces. Bon, c'est insuffisant comme caractérisation, mais il y a un indicateur qu'on désigne par PUE, qui désigne en fait le rapport entre l'énergie totale qu'il faut pour faire fonctionner un data center et l'énergie qu'il faudrait pour faire fonctionner uniquement les équipements numériques. Il y a quelques années, le PUE était aux alentours de 2. En France, aujourd'hui, le PUE moyen est aux alentours de 1,7. Les meilleurs data centers, c'est-à-dire les plus gros et ceux qui fonctionnent pour fournir des services cloud, sont aux alentours de 1,1. Bon, ce qui est clair, c'est que le PUE ne pourra jamais être inférieur à 1. Bien. Or, il se produit aujourd'hui un déport, effectivement, de l'utilisation de petits data centers vers de l'utilisation d'énormes data centers, qui sont les plus efficaces. Donc c'est aussi ça qui participe au gain d'efficacité énergétique du secteur data center. Bon, le problème, c'est que quand on est à 1,1, ça va être compliqué de progresser beaucoup. D'où l'hypothèse que et quand on aura déporté 80% des données hébergées dans un data center, dans ces hyper data centers, on n'aura plus beaucoup de marge de progression. Donc, d'où le scénario, d'où la problématique de bifurcation possible hein, en 2020, parce qu'il risque de se produire ce plafond en fait, de gain d'efficacité, et si la croissance continue, la croissance des volumes continue, eh bien, le bilan net va s'agrandir considérablement. Premier point. Deuxième point, tout le monde dit c'est formidable le cloud, parce que on utilise des data centers beaucoup plus efficaces. C'est vrai. Mais quand on met des choses dans le cloud, ben, du coup, on crée aussi plus de besoins en termes d'utilisation des réseaux. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, du coup, on est obligé d'augmenter la taille des réseaux pour supporter l'augmentation de trafic. Donc, quelque part, ce que l'on gagne sur les data centers, on le perd en partie sur les réseaux. Donc, le bilan, pour le moment, est probablement net et probablement positif, mais, et c'est une remarque qui est générale pour l'ensemble des aspects du numérique,
il y a une problématique systémique, c'est-à-dire que quand on améliore un endroit, il faut vraiment regarder si on n'est pas en train de détériorer d'autres éléments de la chaîne. C'est vrai dans le cas d'une des recommandations que vous avez, là, que nous avons, de préférer mettre un lien plutôt qu'envoyer une pièce jointe. C'est pas un des domaines où... Problématique... Ah non, c'est pas ça. Ça, se fait pas partout. C'est pas du tout. Non. Ah non. Globalement aujourd'hui, enfin, en tous les cas, vu des grandes entreprises, elles ont toutes tous leurs outils collaboratifs dans le cloud, qu'elles soient chez Azure 365, qu'elles soient chez Google. Essentiellement, c'est les deux. Hein, et c'est ce qui se passe, puisque directement, on ne s'envoie plus entre collaborateurs, entre collègues, on ne s'envoie plus de mails en pièce jointe. Enfin, La Vox Populi dit autre chose. Je crois que malheureusement, c'est encore le cas. Même dans des entreprises high-tech, et j'en connais pas mal. Oui, et puis le champ de l'étude est aussi une des choses que vous mettez, que vous mettez clairement en évidence, c'est qu'une énorme partie du problème concerne les usagers domestiques aussi. Et donc là-dessus, sur cette question de l'évolution des comportements, maintenant, enfin, fort de l'expérience que tu as, comment est-ce que tu envisages qu'on puisse faire concrètement Alors, c'est très bien, ça me donne la vidéo du petit chat ça me donne l'occasion de préciser quelque chose, parce que ça a l'air paradoxal. À la fin, en répondant à une question, j'ai dit mais 80% en fait, de la consommation, c'est le grand public. La majorité de nos recommandations sont plutôt tournées d'une part vers les entreprises et d'une part vers les pays en développement. Ça tient simplement au fait que, en tant que Shift Project, on est plus vocation à s'adresser à ce type d'audience et on n'est pas autant positionné que d'autres sur un créneau grand public. Puis très franchement, Hugues, c'est plus facile aussi. C'est plus simple. Ouais, parce qu'il y a un avantage stratégique à établir, ou en tout cas à explorer avec ça. Oui. Enfin, en même temps, réguler sa transition numérique avec l'ensemble des contraintes qu'exposait Henri, les risques de perte de compétitivité, etc., c'est pas simple non plus. Bon, accepter de visionner 2 fois moins de vidéos petits chats, c'est pas un effort insurmontable. Donc, ça se vaut. Donc, je reviens. Donc, ta question, c'est comment faire passer les idées. En fait, je reviens sur les leviers que signalait Henri. Et je commence par les collaborateurs. Il se trouve que sur une autre partie de mon temps, quand je ne travaille pas pour un Shift Project, je fais du conseil. Et il y a un phénomène qui monte en ce moment, c'est le fait que beaucoup de jeunes diplômés, pour beaucoup de jeunes diplômés, le choix de l'entreprise dans laquelle ils vont travailler intègre cet aspect environnemental. Et donc, moi je répondrais oui, une entreprise qui a mis en œuvre une politique de sobriété énergétique, y compris pour le numérique, a un avantage concurrentiel pour recruter des bons collaborateurs. Hein, on est d'accord là-dessus. Ensuite, est-ce que ça va être bon pour les actionnaires? Le Shift a fait une étude avec la FEB qui montre quand même que la valorisation des actions en termes d'amélioration du bilan carbone est en train de se faire. Donc, c'est pas forcément immédiat, mais c'est en train de venir. Donc, je dirais que comme ce sont des choses à cycle de temps assez long, c'est maintenant qu'il faut enclencher les dynamiques. Et puis la troisième chose, c'est les clients. Alors effectivement, les clients aujourd'hui ne sont pas forcément très sensibilisés, mais on a vu sur d'autres sujets que l'opinion publique, elle peut se retourner très vite. Et qu'à ce moment-là, si elle se retourne, ça sera sans doute bien de pouvoir dire, oui, si vous venez acheter tel service chez moi, vous avez un impact carbone 50% plus faible que si vous allez chez mon concurrent. On n'en est pas encore là, mais ça peut venir. Mais je préfère passer la parole à d'autres personnes qui sont plus au fait que moi sur ce type de comportement. Exactement, c'est ce que je m'apprêtais à faire, Marc Chévry. Comment est-ce que vous regardez le chemin qui me semble immense, mais on n'est pas à l'abri de bonnes surprises d'évolution brutale des comportements, comme il y a pu y en avoir sur l'alimentation. Comment est-ce que vous regardez cet enjeu de l'évolution des comportements du point de vue de l'ADEME ?
Oui, avant de répondre à votre question, j'aimerais revenir un petit peu sur la première question. Comment peut-on s'inscrire en termes, je dirais, de travail, de poursuite de travail sur les résultats de cette étude? Moi, le premier vraiment enjeu, c'est de continuer, poursuivre le travail d'acquisition de connaissances. L'ADEME dispose de bases, la base impact notamment, dans lequel tous les travaux du REN peuvent être versés. Et il faut bien sûr, et ça a été mentionné, les élargir. Les élargir sur la partie construction, production, usage, mais aussi sur l'ensemble du cycle de vie et sur les gains nets que ça peut créer par ailleurs. Sujet, je comprends bien qu'il n'a pas été abordé dans le temps imparti et compte tenu de la complexité, mais c'est ça, je dirais, quelque part, le cheminement. Deuxième point qui me paraît important, de la connaissance. Pourquoi? De la connaissance, déjà, c'est vraiment l'objet même de la restitution d'aujourd'hui. Construire des visions, éclairer des chemins, éclairer des impasses, ou en tout cas des éléments à corriger. Et ces visions, c'est effectivement très important, aussi bien en termes d'émissions de carbone, j'ai ajouté tout à l'heure, en matière première, et donc il va falloir le faire. Pourquoi faire également? C'est pour sensibiliser l'utilisateur, et là je vais dire utilisateur et pas consommateur, parce que l'utilisateur, ça peut être le consommateur, bien sûr, ça peut être l'employé, ça peut être le patron. Il y a une sorte de dichotomie aujourd'hui. On ne peut pas avoir les mêmes messages, on n'a pas les mêmes messages quand on est consommateur que quand on est employé ou dans une entreprise. Moi, j'avoue qu'il y a un moment où les gens, ils n'arrivent plus à switcher et à faire de l'un à l'autre. Donc, ça veut dire informer, et informer tout le monde sur ces enjeux. Nous avons communiqué, pas plus tard que fin de semaine dernière, sur une étude poids matière première et poids carbone des objets du quotidien, les meubles, les textiles, les télés, les appareils numériques. Et c'était l'une des premières fois qu'il y avait une expression publique sur le sujet. Vous êtes une expression publique sur le sujet qui est encore plus forte puisqu'elle est sur de la prospective, mais ça fait partie des choses à faire et des choses qui peuvent justement faire réagir des gens qui sont déjà en mouvement. Vous avez dans la société aujourd'hui beaucoup de personnes qui se préoccupent de l'environnement, de leur devenir, du devenir de la planète dans quelques années. Je suis obligé de dire que c'est dans quelques années, c'est pas dans quelques siècles. Et donc, qui cherchent à réfléchir. Parfois, ils réfléchissent avec de fausses bonnes idées. Parfois, ils le font de manière un petit peu violente ou un petit peu agressive. On en a des expressions en ce moment dans la presse. Mais on peut rebondir sur ces personnes et le numérique n'y échappe pas du tout. Autre point, on a parlé usage. Ça veut dire qu'il y a une formidable levier, et c'est dans les recommandations, c'est le levier achat, c'est-à-dire qu'il y a un public particulier à former qui sont les acheteurs. Aux conséquences, ça ne résoudra pas tout le problème, mais ça permet là aussi de commencer à faire une expression, une pédagogie, et à commencer à bouger, peut-être par le petit bout de la lorgnette, mais tout petit pas est utile. Et enfin, ça vient d'être dit, moi je suis très frappé par l'évolution des financeurs, et ça a été dit également en introduction. Nous avons aujourd'hui, de plus en plus de financeurs qui viennent demander des repères, des modalités, des référentiels pour pouvoir définir comment ils vont orienter leur fonds de financement. L'ADEME a développé une méthode ACT sur les contenus en carbone de manière à vous donner des stratégies, des capacités de stratégie aux entreprises pour réduire. Mais ces outils, ce n'est pas uniquement pour les entreprises. Ça veut dire que le monde de la finance est en train de nous le réclamer pour pouvoir justement travailler avec les entreprises sur ces aspects-là. Donc voilà autant de leviers possibles pour agir dans le temps, rapidement quand même, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, sur ces différents aspects et permettre de progresser. Et j'insiste vraiment, il faut poursuivre l'analyse, parce que le numérique, c'est aussi des gains. On a évoqué qu'on ne savait pas les mesurer, qu'on ne savait pas les intégrer. Moi, je vais donner juste une illustration dans mon domaine d'activité. C'est-à-dire qu'on a parlé du smartphone, quelques grammes, quelques centaines de kilos de matière, quelques grammes ensuite dans la main. Le tout arrive dans une poubelle ou dans un tiroir, parce qu'il a du mal à sortir du tiroir de la commode. Mais pour finir dans une poubelle,
il est clair que le fait de pouvoir recycler, d'une part, allonger la durée de vie de ce smartphone est un enjeu, parce que ça veut dire moins de consommation de matière et autres, parce qu'on a allongé tout simplement la durée de vie, on ne l'a pas renouvelé en le détruisant. Ça, c'est le premier vecteur. Derrière ce vecteur, ça veut dire des actions de réparation, c'est des emplois nouveaux, c'est des activités nouvelles. Le numérique peut y contribuer, soit en donnant accès aux réparateurs. Moi, j'ai discuté récemment avec des startups de réparation, elles sont formidablement dynamiques sur ce secteur-là et elles créent de l'activité. Mais c'est aussi la capacité derrière à remettre dans un circuit de recyclage des matières. Et pourquoi je parle de recyclage? Pourquoi je fais le lien? Ce n'est pas uniquement pour faire la boucle de l'économie circulaire, c'est tout simplement parce que dans la majorité des cas, lorsqu'on recycle, on fait des gains de matière et on fait surtout des gains de carbone. Et donc, là aussi, on a un petit levier sur lequel on peut agir pour réduire des consommations. Ça n'est pas à la hauteur de ce qui a été présenté, qui est l'explosion des consommations d'énergie de matière liées aux usages. Donc ça, c'est un vrai problème qu'il faut adresser. Mais à côté de ça, il y a aussi plein de petites clés qu'il faut régler. Merci beaucoup. Je pense, parce qu'il me semble qu'il y en a pas mal dans la salle, que c'est un bon moment pour prendre les questions et ouvrir encore un peu plus le débat. Il nous reste une petite demi-heure. Il y a juste le petit point de... On a beaucoup parlé effectivement de baisser l'intensité numérique, enfin de la réduire, de la contraindre. Mais il ne faut pas oublier quand même qu'il n'y aura pas, en tous les cas dans nos pays développés, de transition énergétique sans une augmentation massive de l'intensité numérique qui sera dédiée à ces sujets. On ne va pas intégrer sur les réseaux électriques, pour conserver à peu près, en décarbonant par ailleurs la production électrique, en intégrant des énergies non pilotables, de l'éolien, du solaire, sans une très forte intensité énergétique. Numérique. Pour le dire autrement, dire aujourd'hui, et je le dis parce que j'ai vu que vous aviez Enedis qui était parmi vos partenaires, Enedis qui déploie le Linky, pas de Linky, pas de transition énergétique. C'est extrêmement lié. Et ce sont les mêmes qui disent « Nous, on veut de l'éolien, on veut du renouvelable et ainsi de suite, et on ne veut pas de Linky. Ça ne marche pas, c'est incohérence, ça n'a pas de sens. » Juste un dernier point aussi donc sur comment est-ce qu'on peut faire changer les comportements. Donc sur les utilisateurs grand public, on va dire, finalement, il y a deux grands axes. Soit on fait bouger directement les consommateurs en changeant leur mentalité, notamment donc, sur la question de la réparation, de ramener son portable. Et après, il y a aussi, est-ce qu'indirectement, on ne peut pas le faire à leur place? C'est la question un peu du petit chat et de la vidéo, qui est de dire, est-ce qu'on espère vraiment qu'on va faire en sorte que les gens regardent moins de petits chats? Ou est-ce qu'il ne faut pas plutôt actionner du côté des producteurs de ces contenus une certaine responsabilité sur essayer de faire, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, je sais que l'Alliance Green Haïti en a parlé, d'éco-concevoir un peu plus finalement tous ces services un peu en amont. Dans le cas de la vidéo du petit chat, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça va être des questions d'encodage. Il y a des responsabilités à la fois au niveau du service, après au niveau aussi des opérateurs. C'est au niveau de l'encodage pour le service, mais vous allez avoir aussi au niveau de l'opérateur qui va aller stocker par exemple sa vidéo qui est, par exemple, si vous avez une vidéo de petit chat qui est consommée particulièrement fréquemment dans la région Rhône-Alpes, essayez de la stocker plus bas, par exemple, plus bas dans le réseau, pour faire en sorte d'aller moins loin pour la chercher. Et essayer de la coder aussi de manière peut-être plus efficace, d'avoir moins de différentes copies de cette vidéo en différents codes, en fait. Voilà. Enfin, c'est plein de choses qui restent à faire. Oui, enfin, il faut arrêter. Hugues l'a laissé entendre à demi-mot. La moitié de la vidéo que l'on voit, qui passe sur les réseaux, c'est du porno. Cette maison, la Caisse des dépôts, elle finance des réseaux, avec notre argent à tous, pour que la moitié des flux qui passent sur ces réseaux, ce soit du porno. Après, on en pense ce qu'on veut. Quand on parle de brider, on pourrait brider le débit. Bon, bref. Allez, on va prendre les questions de la salle, s'il vous plaît. Il y en a beaucoup, donc j'aimerais qu'on garde le temps pour ça. Bonjour. Merci beaucoup. Adrien Montagu, je suis un des cofondateurs de la coopérative Common. On propose à la location le Fairphone. Donc c'est une location de longue durée sans option d'achat, ce qui fait qu'on reste propriétaire des appareils. Donc
on considère les appareils comme une flotte, comme un réservoir de pièces détachées et non pas simplement comme des appareils, puisque les modules d'un premier appareil vont pouvoir réparer les suivants. Donc tout à l'heure, vous aviez dit qu'il fallait sensibiliser les acheteurs à leur impact d'achat. Moi, j'aurais tendance à dire qu'il faudrait essayer de sensibiliser les loueurs, parce que du coup, si on passait d'un modèle de vente à un modèle de location qui responsabilise de facto les producteurs, puisqu'ils sont responsables du déchet en fin de vie, ça serait plutôt assez sympa, d'autant plus que en termes de recyclage, il faut vraiment éviter de tomber dans l'illusion du recyclage. Aujourd'hui, le recyclage des D3E, c'est très compliqué parce qu'on est tributaire de choix technologiques qui ont été faits par le passé, qui étaient là pour répondre à la course à l'échalote de la puissance du toujours plus. Et donc voilà. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu le principe de ce que vous proposez alors en détail, concrètement, on se base sur un smartphone qui est éco-conçu, puisqu'il est réparable. C'est un smartphone que vous allez pouvoir, sur lequel vous allez pouvoir changer en 10 secondes l'écran sans même avoir besoin d'un tournevis. Et donc, à cet objet, on adosse toute une couche de services qui va aller de la prise en charge des casses, des réparations, de l'assurance vol, de l'accompagnement à l'usage. Là, par exemple, la semaine prochaine, on va lancer une offre de dégafamisation du Fairphone, c'est-à-dire que les usagers, de la même façon qu'ils puissent choisir la couleur, ils choisiront avec ou sans Google, et puis on installera la version merci, voilà, donc ça c'est plutôt cool. Et donc en fait c'est vraiment accompagner l'usage pour maximiser l'expérience usagée et la durée de vie des terminaux. On a aussi des ordis en location sous Linux, donc voilà. Okay. Qui a envie de réagir à ce type de modèle ? Oui, moi je vais réagir. Déjà, je peux difficilement accepter d'entendre dire que le recyclage ne sert à rien. Et même avec un système de location haute, à un moment donné, il faut quand même se préoccuper de la fin de vie. Juste par rapport... Non, il a dit que c'était très compliqué, mais certes, ça s'améliore en permanence. Et je pense qu'il y a aujourd'hui aussi des mouvements législatifs pour faire en sorte que les produits puissent être éco-conçus. Et dans éco-conçus, il y a aussi plus facilement démontables, réparables. Par rapport à l'autre question qui est la location, oui, bien sûr, tout ce qui peut être nouveau modèle économique, serviciel, participe grandement à une économie de matière, essentiellement, permet aussi de sensibiliser les acteurs et renforce ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire une sorte de course à l'échalote où, pour vendre un forfait, on vend en même temps un nouveau téléphone. Et donc, oui. Et dernier point, vous l'avez évoqué, le Fairphone, c'est aussi une façon de concevoir même le matériel, l'équipement de manière différente, de manière à ce qu'il puisse être effectivement réparable. Ça veut dire quoi réparable ? Ça veut dire que sa durée de vie est allongée, non seulement parce qu'on peut remplacer un écran, parce qu'on peut upgrader une puce ou autre, mais aussi parce qu'on a travaillé sur la capacité à upgrader les logiciels et donc pas être en panne parce que le logiciel ou la puce est dépassée par rapport au nouveau logiciel. Donc oui, on est favorable à ce genre de démarche. Juste une petite question, c'est vrai qu'on est très intéressés nous aussi à France Stratégie par cette piste en fait du développement d'un modèle différent qui est un modèle de location où finalement le consommateur, y compris pour les consommateurs finaux, parce que grand public, consommateur, vraiment pas les entreprises, parce que finalement le modèle de la location existe déjà pour les entreprises, c'est vraiment pour le grand public. Et cette question-là, elle est intéressante. Après, il y aura deux enjeux. C'est déjà, est-ce que vous aurez des gens qui seront prêts à avoir des portables qui ont déjà 3 ans, même s'ils fonctionnent très bien. Donc ce sera toujours l'iPhone ou X ou je sais pas quoi, ou le Fairphone. Votre modèle, c'est Fairphone. Mais un portable d'une autre génération, ça se verra. Donc déjà, est-ce que vous arrivez sur le long terme à maintenir l'image, entre guillemets, de ces portables et de cette flotte ? Et le deuxième point, après, c'est en effet la question de est-ce qu'ils résistent à ces nouveaux OS aussi. On a des OS qui évoluent très vite et on est sur cette question aussi de l'obsolescence ou pas du terminal, de l'équipement qui pourtant est très développé, mais qui fait qu'en 3 ans, finalement, il ralentit parce que l'OS n'arrive plus à tourner sur l'équipement initial. Donc on a aussi cette question-là en fait qui se posera, qui est la question de l'éco-conception aussi des OS. Hugues, tu voulais également dire un mot. Oui, si on se focalise sur cette question des smartphones, et à juste raison, hein, compte tenu de leur impact sur la consommation globale, bon, en gros, il y a 2 raisons pour lesquelles on va changer son smartphone. Alors, soit c'est parce que
On veut absolument avoir le modèle de dernière génération qui est bleu marine au lieu d'être bleu ciel. Bon, ça, j'ai pas l'idée précise sur comment résoudre ça. Par contre, il y a une autre raison qui rentre en ligne de compte, et très très souvent, c'est le fait qu'au bout, en gros, de un an et demi, la batterie donne de gros signes de faiblesse. Il y a la maladresse aussi. Je parle pour moi. Oui, ça, je l'avais négligé, mais je n'aurais peut-être pas dû. Et donc, et à ce moment-là, on se rend compte que dans les modèles les plus récents, on ne peut pas changer soi-même la batterie. Donc, on doit la porter à une boutique, et en général, la boutique du fabricant du smartphone en question. Puis là, on vous dit, ah ben, ça va coûter tant, mais finalement, il y a une promotion sur tel ou tel nouveau smartphone, donc on fait un rapide calcul et on se dit, bon, ça vaut plutôt le coup d'en acheter un nouveau. Alors, ce truc-là, personnellement, je trouve ça scandaleux. C'est un registre potentiellement réglementaire. Enfin, je veux Ah dire, oui, non, mais attends, non, j'ai pas fini. Il y a une directive européenne sur le sujet qui existe, mais qui n'est pas appliquée. Et donc, on continue à nous vendre des smartphones toujours plus sophistiqués et avec une batterie donc, qui se vide de plus en plus vite à cause de cette sophistication. Donc là, il y a clairement, oui, il y a un sujet réglementaire et je pense qu'il faut le traiter de façon urgente. C'est pas très compliqué. Où est-ce qu'elle est transposée en Europe? Est-ce que quelqu'un sait Est-ce qu'on peut avoir un peu de détails là-dessus? Parce que c'est très intéressant. En gros, les smartphones vendus dans l'Union européenne doivent avoir une batterie extractible. Enfin, on articule, là, on passe du particulier à l'entreprise, de l'entreprise au particulier. En tout cas, pour ce qui concerne les grandes entreprises et les grandes administrations publiques, maintenant, quasiment pour toutes, les flottes sont gérées depuis l'achat sur tout le cycle de vie, avec les renouvellements, et même dans les administrations publiques, dans les achats publics, il y a une obligation, je ne dis pas qu'elle est mise en œuvre, hein, mais l'obligation de gérer et de financer le recyclage est déjà pris en charge. Et par ailleurs, c'est la même chose dans la plupart des grandes entreprises qui ont des politiques achats avec cette responsabilité sur la gestion du cycle de vie jusqu'au démantèlement des équipements IT. En général, c'est fait. Je ne dis pas que c'est fait partout et que c'est bien fait. En tous les cas, c'est fait. Allez, une autre question, s'il vous plaît. Bonjour, Romuald Ribaud pour l'Alliance Green IT. Oui, j'attendais mon tour. Je voulais justement apporter un éclairage un petit peu différent de ce que j'ai pu entendre, de cette vision un peu élitiste, je trouve. À l'Alliance Green IT, on fait un baromètre tous les 2 ans qui vise à mesurer la maturité des entreprises sur ce sujet du numérique responsable. Elle s'adresse à tous les types d'entreprises, les 4 millions d'entreprises. Et donc le résultat, enfin, des enseignements qu'on a pu tirer de cette étude, donc on a publié en 2018, le prochain baromètre sera lancé en janvier, c'est de dire que 50% des personnes interrogées ne connaissent pas la volumétrie de leur entreprise. Donc entendre que le taux de charge des serveurs moyens c'est 95%, ça me fait quand même, peut-être chez 10-15 grandes entreprises, mais sur l'ensemble du tissu français, qui est surtout représenté par beaucoup de PME, elles ne connaissent même pas leur volumétrie, 55%. Et l'autre chiffre que je voulais aborder, c'est quand on leur pose des questions un peu plus techniques ou un peu plus sur d'autres sujets, là, elles sont complètement larguées. Est-ce que tu peux déjà définir ce que c'est que volumétrie? Pardon, excusez-moi. La volumétrie, c'est l'espace de stockage cumulé de l'ensemble des données de l'entreprise. Merci. Alors, c'est les fichiers, c'est les dossiers, c'est aussi les messageries, etc. Donc, quand on leur demande quelle est votre volumétrie, ils ne savent pas. 85% des entreprises ne comprennent pas nos questions. Voilà, et donc voilà, c'est ce que je voulais vous apprendre. Et puis, pour terminer sur ce côté plus retour d'expérience de la PME, nous, on est une petite PME. J'ai acheté un ordinateur portable il y a 2-3 ans. Comme on est passé du disque dur à la RAM, j'ai une capacité de disque dur qui a réduit. Elle est passée à 128. Et mon OS, il pèse 60 gigas sur 128, la moitié. Là, dans quelques jours, il y a une mise à jour Windows
qui va la charger de 20 gigas. C'est-à-dire sur mon disque de 128, j'ai 80 gigas juste pour l'OS. Est-ce que tu peux expliquer ce que tu fais un peu dans ta PME, parce que c'est intéressant aussi. Alors, donc, notre PME, elle est dans le recyclage des déchets électriques et électroniques. J'ai plusieurs activités, donc, mais j'ai pas une vision de grand groupe. C'est pour ça que je parle de PME. C'est d'autant plus intéressant. Voilà. Mais bon, encore une fois, les PME en France, c'est 99% des entreprises. Les PME de 0 salarié, c'est 99 voilà, de 0 salarié. Donc voilà, quand on est une entreprise, petit PME, qu'on a 128 gigas de disque, qu'on veut faire l'effort de garder le PC un peu plus longtemps, et que là, on nous impose 20 gigas de mise à jour, est-ce qu'on doit laisser faire, voilà, si on veut vraiment aller vers la sobriété numérique? Alors, est-ce que quelqu'un veut réagir? Et qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, en fait, quand on est une PME, que moi, je ne sais pas alléger un OS hein. Alors, quelqu'un veut réagir, là? Vous avez entièrement raison, surtout. Et je ne m'exprimais que pour... Hein, et je ne peux m'exprimer que pour les entreprises que je connais, c'est-à-dire celles qui sont aussi greffes. Malgré tout, il y a plein de solutions qui existent aujourd'hui pour être, je pense, pour aller... Surtout quand on est particulier, pour ça. Alors, est-ce qu'on articule entreprise il y a plein de solutions qui existent aujourd'hui pour assurer sa sobriété. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, vous continuez à utiliser du pack office sur votre disque Parce que c'est simple. Tout le monde n'est pas informaticien. Et que dans une PME, c'est simple. Ouais. Mais aujourd'hui, il y a des offres qui sont extrêmement légères. Alors, je vous recommande, hein, on va dire, on va aller dans le cloud et on va aller sur du libre. Eh ben, vous demandez, par exemple, il y a sur le référentiel de la DISINC, la Direction interministérielle du numérique et des systèmes d'information et de communication de l'État, vous avez plein de recommandations particulièrement intéressantes pour assurer votre propre sobriété numérique en utilisant en plus de l'open source, et ça sera très bien. Ah, de l'OS. Ouais. Allez, une autre question, s'il vous plaît. Bonsoir, merci pour cette discussion qui est très intéressante. Alexis Nettinger, je viens de rejoindre un projet qui s'appelle la e-Foundation, dont l'objectif est de donner aux utilisateurs, au plus grand nombre d'utilisateurs, l'opportunité d'avoir des outils technologiques qui respectent la vie privée, et notamment la quantité de données qui est captée par les GAFAM et bientôt BATX. Il y a une étude qui est parue au mois d'août de cette année, qui vient d'un professeur d'université aux États-Unis, qui dit que pour un usage normal d'un téléphone sous Android, et même sous Apple, sous Android, vous envoyez 11 mégas de données par jour. Donc je vous laisse le calcul par 2 millions d'utilisateurs. Est-ce que ce n'est pas maintenant, par rapport à ce que vous disiez, l'opportunité d'amener un label pour les consommateurs qui montre en fait l'impact en termes de data, en termes d'impact de l'autre côté, dans le cloud, justement, pour les aider à bien choisir et à choisir d'une manière éduquée? C'est très intéressant. Qui veut réagir à ça? Je trouve l'idée intéressante. Il y a juste une difficulté, c'est qu'il va falloir trouver des labels qui causent et qui ne soient pas noyés dans la multiplicité des labels. Et donc il y a un vrai problème de gouvernance des labels, mais votre idée est excellente. Et on ne peut qu'essayer de regarder et d'approfondir comment on peut la prendre et la faire émerger, mais avec cette arrière-pensée, comment la rendre lisible par rapport à un marécage, à une fouillis de labels. Et moi, à la limite, je rêve d'un label numérique qui englobe un certain nombre de choses, dont l'efficacité énergétique, dont la réparabilité, dont ce que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire la partie transmission de données, etc. Mais voilà, bonne idée à creuser en regardant comment on peut la rendre lisible. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, on prend encore une question suivante. Oui. Jean-Claude Yazot, parmi les objets qui ont été présentés au tout début, au niveau de la production, il y avait la télévision. Je crois aussi, deuxième remarque, qu'en France, on est les champions en matière de box et de fibre optique. La box. Et troisième remarque, la télévision peut constituer un outil fédérateur au sein des foyers, mais aussi une manière de distiller, de se substituer en partie au téléphone à l'intérieur des foyers.
qu'est-ce que vous pensez au point de vue action qui pourrait être faite sur l'objet télévision qui devient de plus en plus intelligent et performant? Ou est-ce qu'il n'y a rien d'autre à faire qu'à regarder le train passer? Hugues, tu veux répondre? Sans sceptique. Je pense que malheureusement, comme dans d'autres secteurs, ce sont des usages qui s'ajoutent et qui ne se substituent pas. Le nombre d'écrans dans les foyers augmente tous les ans. Et donc, encore une fois, l'impact énergétique de ces écrans, il existe à l'achat essentiellement. Je ne pense pas qu'on en soit encore arrivé à l'idée de se dire est-ce que j'achète une télé ou est-ce que j'achète un smartphone? Non, aujourd'hui, on est plutôt incité à, en plus, acheter la montre connectée, acheter l'assistant vocal chez soi, qui va pouvoir écouter tout ce qui se passe, à s'équiper en serrure intelligente de façon à pouvoir rentrer chez soi avec son smartphone. Il vaut mieux pas l'avoir oublié, etc. Je peux vous en lister comme ça. Donc on est plutôt dans une accumulation. Sur la télé elle-même, ce qu'il faut savoir, c'est que le fait que l'on passe à des définitions toujours plus sophistiquées, donc standards, etc., va de pair en fait avec une augmentation de la taille moyenne des écrans. Puisqu'évidemment, on vous dit maintenant avec de l'UHD, il faut que vous ayez au moins un écran d'1,50 m de diagonale. Puis quand il y aura l'UHD, ça sera 3 mètres. Bon, après, les appartements seront plus assez grands. Mais ce qu'il faut savoir également, c'est que, en tout cas pour l'écran lui-même, quasiment l'empreinte énergétique pour fabriquer cet écran, elle est proportionnelle non pas à la diagonale, mais à la surface. Donc le problème est au carré. Et juste pour rebondir sur ce que vient de dire Hugues, vous avez mentionné donc la question de l'IoT finalement, qui est encore un gros sujet qu'on a effleuré un peu pendant cette soirée, cet après-midi, et qui va changer la donne parce que finalement, en fait, on va avoir des milliards d'objets qui vont arriver. Internet des objets. Pardon, oui, désolé. L'Internet des objets, où là encore, on va avoir une démultiplication du nombre d'objets. Des questions aussi d'optimisation de l'efficacité de ces objets, parce que finalement, on a énormément de normes différentes. Et aussi la question en fait, de la gestion de toutes ces données qui vont être transmises. Et là, en fait, on est très en amont, donc c'est quand même assez difficile de nos jours de dire quel sera le poids de l'Internet des objets en impact environnemental, mais on voit d'ores et déjà qu'il y a des recommandations à avoir. Par exemple, sur déjà essayer, quand on définit le besoin, avoir bien la technologie de communication adaptée à son besoin et pas n'importe laquelle. Et quand les gens peuvent être perdus dans la masse de technologies qui existent, la diversité. Premier point, et aussi en fait bien dimensionner les données dont on va avoir besoin et celles qu'on va devoir stocker. Parce que toutes ces données, elles vont devoir aller sur le data center et c'est aussi elles qui vont faire exploser demain la capacité des data centers. Est-ce que tu pourrais, parce que c'est quelque chose sur lequel tu es passé rapidement, juste rappeler un peu de quelle manière vous avez dimensionné le scénario de sobriété? Qu'est-ce qui rentre dedans? On mesure un peu le chemin sur cette... Oui, donc la différence du scénario sobriété par rapport à la tendance actuelle, en fait. Donc c'est qu'au lieu d'avoir un taux de croissance du trafic de données vu des data centers qui est de 35% par an, on a fait une hypothèse d'être à 17%. Donc on est divisé par 2, c'est encore beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça permet encore de voir des vidéos de petits chats, un petit peu moins. Le reste, je ne sais pas, je ne prononcerai pas. Donc c'est encore la sobriété dans notre scénario, c'est pas du tout synonyme de décroissance ou même de stabilité des usages. Hein. C'est des usages qui continuent à augmenter. Et puis on a fait une hypothèse également de moindre renouvellement des smartphones dans les pays développés. Donc on a dû passer de 2 ans à 3 ans, quelque chose comme ça. C'est sans doute ce qui est plus difficile à faire. Okay. Bon, on va prendre peut-être une toute dernière question et puis on va laisser la parole au président du Shift, Jean-Marc Jancovici, pour conclure. Il y a encore beaucoup, je suis désolé, on pourrait y passer la soirée, mais on va continuer aussi avec
avec un cocktail. Alors, bonjour. Dernière question. Bonjour, ouais, je suis là. Bonjour, je m'appelle Boris Kaliojny, je suis en doctorat de 2e année. Je voulais revenir sur ce que j'ai entendu, c'est plus c'est gros, plus on peut faire d'économies d'énergie. Mais en général, ça rend aussi le système en général beaucoup plus vulnérable. Philippe Biwix le dit assez bien en général, quand on veut être écolo, en général, il vaut mieux faire simple. Et on parlait des data centers. Donc, ouais, surtout sur les data centers. On venait de parler de télévision. Donc voilà. Et sur la vulnérabilité du système, j'avais un exemple en tête, c'était la Lituanie ou la Lettonie, je ne sais plus, qui avait décidé de passer tout son système administratif en connecté. Et ils sont tapés des hackers russes ou je ne sais pas, qui ont bloqué leur système pendant 24 heures. Et ils avaient vendu ça avec la possibilité de faire des économies de papier. Et ils sont repassés au papier et en numérique. Donc ça avait complètement en fait, cassé l'argument principal. Et justement, est-ce que ce ne serait pas justement le local qui serait intéressant et qui gérait la contrainte physique, gérerait probablement aussi ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Qu'est-ce que vous voulez dire par local? Par exemple, les vidéos des petits chats en Rhône-Alpes, c'est Rhône-Alpes qui décide si c'est intéressant ou pas, s'il y a plus intéressant à faire ou pas. Alors, la décentralisation comme... pour être moins vulnérable, c'est-à-dire... Comme panacée. Qui veut répondre? Ce qui est vrai, c'est qu'on va y venir de toute façon nécessairement. On va venir à la décentralisation de la data. Je crois qu'on a atteint, en tous les cas technologiquement, un pic du développement du cloud computing très centralisé. Et de toute façon, les systèmes de demain vont nécessiter une décentralisation de la donnée pour notamment qu'elle soit traitée à l'endroit où on a besoin qu'elle soit traitée, de mettre la puissance de calcul là où on en a besoin, notamment pour des questions de latence, de réactivité. Ça va être vrai, par exemple, pour le véhicule connecté, dans la santé, dans le transport, les smart cities. Et donc, c'est tout ce qui est en train de se développer aujourd'hui autour de ce qu'on appelle les concepts de edge computing et de fog computing, qui sont en train aujourd'hui de prendre... Qui vont prendre le pas progressivement et qui vont grignoter des parts importantes, qui vont faire tomber des parts importantes de ce qu'aujourd'hui on appelle le cloud computing, c'est-à-dire ces méga data centers. Et donc aujourd'hui, l'ensemble des fournisseurs de puissance de calcul et de puissance de stockage sont en train de transformer leur vision, de ramener au plus près de l'utilisateur, parce qu'il y aura besoin, pour de nombreux traitements, d'avoir cette puissance de calcul, cette puissance de stockage qui soit à proximité. Et la 5G va être un accélérateur de ce mouvement. Une réaction d'un membre éminent de notre groupe de travail, si tu veux te présenter. Oui, bonsoir. Bonsoir, donc je suis Xavier Verne. Donc juste, je vais compléter la réponse qui a été faite en nuançant un tout petit peu. Pour prendre une métaphore, quand on fait des hauts fourneaux pour fabriquer de l'acier, on a essayé de décentraliser ça et de faire des petits hauts fourneaux très proches de la zone de production de l'acier. Mais en fait, ça marche pas si bien que ça, parce qu'on a des rendements qui sont pas bien, il faut maintenir des compétences, extraire le minerai, c'est pas si simple que ça. Donc dans cette histoire-là, il y a un compromis d'échelle à trouver. Donc pour prendre un exemple, il y a eu des... Alors j'espère que, je sais pas si la personne est là, qui est à l'origine de ces idées-là, de se dire, on va utiliser, vous avez peut-être vu passer ça, le nom m'a oublié, ça doit être Carnot IT, d'utiliser de remplacer, voilà, Carnot Computing, merci, de remplacer chacun chez soi son radiateur, mettre un ordinateur à l'intérieur en disant, l'hiver, plutôt que se chauffer avec du vrai chauffage, utilisons l'énergie, puisque finalement une box c'est un ordinateur. Une fois qu'on a émis 1 watt en Wi-Fi, tout le reste c'est de la dissipation d'énergie par le processeur et les différents chipsets de la carte. Donc on se dit, on va utiliser cette capacité-là de production, donc elle est la plus locale possible, et ça va décentraliser le système et ça va être moins fragile et plus vertueux. En fait, ce truc-là ne marche pas, parce que l'été, il fait chaud. Première raison. La deuxième raison, qui va venir maintenir chez vous, parce que ce PC-là, au bout de 3 ans, il va être obsolète, donc il va falloir changer des modules. Donc ça induit tout un cycle de vie et une chaîne de compétences qui ne passe pas à l'échelle, parce que ça va générer un certain nombre de mouvements, etc. Donc la réponse courte, c'est qu'il y a un compromis à trouver entre je centralise des choses, et peut-être que la maille régionale, comme Ronald vous avez cité, est peut-être une bonne maille un jour pour que, entre guillemets, les États décentralisent un certain nombre de sujets numériques dans les régions. Je ne crois pas à une maille communale sur ces questions-là, puisque au fond, on va chercher de la donnée qui est essentiellement loin ou qu'on a besoin de mettre en cache localement, mais qui est dupliquée. Donc, la réponse, c'est il vaut mieux quand même des data centers plus gros que tout décentraliser.
Alors le mot de la fin pour Hugues, et puis ensuite on va laisser la parole à Jean-Marc. C'est très court et ça fera le lien sans doute avec ce que, je ne sais pas, mais ce que Jean-Marc pourra dire. Je pense que ce soit centralisé ou décentralisé, on peut discuter à foison sur les mérites comparés. Mais ce qui est sûr, c'est que dans un cas et dans l'autre, le PU ne sera jamais inférieur à 1.